Bonjour à tous, merci à vous tous de votre présence nombreuse, journalistes, pour évoquer la problématique qui nous réunit aujourd'hui et qui met face à vous un bloc communal, selon la formule consacrée, uni pour faire entendre la voix de ce que nous pensons être la sagesse, y compris la sagesse budgétaire. Euh, Nous sommes unis non pas pour, comme je l'entends trop souvent, contester le principe des économies, mais pour dire que ce qui est présenté comme des économies sur le bloc communal sont en réalité essentiellement des ponctions sur le bloc communal. Je le dis parce que je lis et je l'entends encore, les maires contestent les économies, etc. Nous sommes très soucieux du rétablissement des comptes publics. Nous pratiquons et nous respectons la règle d'or. Nous n'empruntons que pour l'investissement, jamais pour du fonctionnement. Nous sommes très conscients du mur budgétaire dans lequel est le pays. Nous l'avions dénoncé et annoncé ici. Et nous indiquons que les mesures qui sont proposées sont essentiellement des mesures de prélèvement supplémentaires qui ne remettent pas en cause la cause du problème qui est dans l'organisation des pouvoirs publics et de l'appareil d'État et qui consiste à vouloir faire peser sur les collectivités qui ont des comptes à l'équilibre, dont le total des dettes n'est que d'une dette d'investissement et qui est légèrement inférieure à ce qu'elle était il y a 30 ans dans la richesse produite. Nous représentons régions, départements, intercommunalités et communes un peu moins de 9% du total du PIB en dette, là où l'État représente 91%, et dire que les mesures qui sont proposées sont des mesures récessives qui, à la fin, auront un effet récessif sur les rentrées budgétaires de l'État, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et régressif dans notre capacité de solidarité locale, de performance locale, d'exigence environnementale. Alors nous portons cette voix, chacun va se présenter. Nous lirons et nous vous relirons la motion que nous avons prise il y a quelques jours au nom de toutes nos associations. Toutes les associations du bloc communal sont aussi représentées. Nous savons très bien que lorsqu'on surprélève les intercommunalités, les grandes communes et les départements, les communes rurales en pâtissent. Nous savons très bien que lorsque le FCTVA est amputé, les communes qui sont en plein crédit de paiement en fin de mandat auront la nécessité d'augmenter leur dette, qui certes est une dette d'investissement, mais qui est comptabilisée dans le total de la dette, donc qui ne règle rien sur le plan des comptes publics. Bref, nous voulons démontrer que nous sommes une solution, nous ne sommes pas que dans la revendication, et que nous sommes une forme de proposition. Alors je remercie vraiment tous mes collègues ici présents. Comme je dis souvent, l'AMF, c'est la maison mère. Alors, pas la maison mère ME, accent grave RES, parce que je revendique aucune maternité, mais la maison des maires, voilà, de tous les maires de France, urbains, ruraux, villes moyennes, petites villes, intercommunalité, bloc communal dans sa cohérence. Et nous avons des sensibilités, des géographies, des préoccupations parfois différentes, mais nous sommes soudés sur l'essentiel, c'est que nous voulons que le pays soit plus fort. Et pour que le pays soit plus fort, il faut que puissent vivre les communes de France. Ce que je vous propose, mes chers collègues, c'est peut-être, j'allais dire en commençant par la droite, camarades, c'est même mon extrême droite, donc là je sais qu'il ne rigolera pas. Voilà, donc vas-y, que chacun se présente et présente l'association qu'il représente. Bonjour à toutes et tous. Gilles Leproust, maire d'Allonne et président de l'association des maires et adjoints de la Sarthe, qui a donc rejoint cette motion commune. Dans les quartiers prioritaires, dans nos villes populaires, effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce budget 2025. Ça va impacter lourdement, bien sûr, les habitants, mais également les associations qui sont le terroir, la vie démocratique, la vie sociale dans nos communes. Et donc, nous pensons que nous sommes plus forts ensemble que chacun dans notre coin et que cette motion, elle a cette utilité, cette immédiate de faire entendre nos voix diverses, mais avec un projet commun pour que la raison l'emporte. Et je terminerai sur le titre de la déclaration que nous avons faite à l'occasion de nos 40 ans l'année dernière. Faisons République ensemble, que toutes nos associations dans leur diversité des territoires soient ensemble. C'est ça qui peut permettre que vraiment nous fassions République ensemble. Et si on ne veut pas que la République continue à être fractionnée, divisée, eh bien, il faut répondre à nos attentes.
Merci. Christophe Bouillon, maire de Barentin et président de l'association des petites villes de France. Comme Gilles et comme l'ensemble de mes collègues, on est très heureux d'être présents et de faire une démarche commune. Le bloc communal fait bloc parce que l'heure est grave et la situation risque d'empirer à l'échelle de nos territoires. La motion est l'expression est notre expression commune. Je ne vais donc pas m'appesantir dans mon propos, si ce n'est qu'une seule phrase. On a vu ces derniers temps et depuis 2020 qu'on sait faire appel à nous quand il y a des moments de crise et des moments de difficulté. On nous qualifie souvent d'amortisseurs sociaux. Vous savez, quand on enlève les amortisseurs et quand il y a un crash démocratique, c'est le risque qui est devant nous, ça fait très mal. Et donc, s'en prendre aux collectivités, s'en prendre à celles et ceux qui les administrent avec en responsabilité, avec ce souci permanent de la rigueur budgétaire, du sérieux budgétaire, eh bien, on va devant de grandes crises et de grandes difficultés. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, l'Association des petites villes de France s'associe à cette démarche commune et je remercie David Lisnard de l'avoir initiée. Jérôme Baloge, maire de Niort, président de l'agglo du Niortais, secrétaire général de Villes de France. Donc les villes qu'on dit moyennes, préfecture, sous-préfecture. Parmi les plus impactées, les 450 aujourd'hui dans le projet de loi de finances tel qu'on le connaît. Et je vais laisser Jean-François Debat, notre président délégué, s'exprimer plus longuement peut-être sur le sujet. Merci. Merci. Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse et président délégué de Villes de France. Simplement dire deux choses. Comme l'a dit David, nous ne faisons pas partie des élus qui disent les comptes de la nation, ce n'est pas notre problème et il n'y a absolument rien à faire. En revanche, la ponction telle que nous la vivons aujourd'hui, elle est insupportable et elle est d'autant plus insupportable qu'elle est très injustement répartie. Elle est extrêmement concentrée et par son ampleur, elle n'aboutira pas à ce qu'en attend théoriquement le gouvernement. Elle est très injustement répartie puisque les EPCI à fiscalité propre et évidemment les collectivités qui seront prélevées seront triplement impactées par un prélèvement direct sur nos recettes. Ce prélèvement est injuste, ce prélèvement est insupportable, ce prélèvement aura comme conséquence une baisse de l'investissement et une dégradation des services publics. Travailler sur la CNRACL, oui, mais aucun régime de retraite ne se travaille en 3 ans. Et aucun régime de retraite ne se rétablit sans d'abord qu'on arrête de le ponctionner pour financer le régime général. Et finalement, ce que nous disons là, c'est que la méthode poursuivie par le gouvernement, par sa brutalité, par le côté totalement excessif, violent de ce qui est proposé et de ce qui est imposé, aura en plus des effets contre-productifs, puisque, je le dis très clairement, les villes et agglomérations, mais les collègues de France Urbaine, d'Interco le diront, ne pourront pas amortir le choc. Que se passera-t-il à la fin de l'année? Les 2/3 ou les 3/4 de ce qui nous aura été ponctionné va se retrouver en emprunt supplémentaire pour financer à la fin les projets d'investissement. Ça veut dire que l'objectif de réduction de la dette publique ne sera même pas atteint par les mesures comptables brutales qui nous sont aujourd'hui imposées. Il faut une autre méthode, il faut un autre calendrier, il faut une autre manière de travailler ces sujets dans la durée et pas comme cela est proposé aujourd'hui, qui aura des effets délétères et qui sape finalement le bloc local. Merci à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Sébastien Martin, président d'Intercommunalité de France. Il y a un peu plus d'un mois, lorsqu'on a réuni le congrès d'Intercommunalité de France sous l'étiquette ou la bannière Faire bloc ensemble, je n'imaginais sans doute pas qu'on allait se retrouver aujourd'hui justement pour faire bloc ensemble, pour exprimer non pas des revendications, mais bien une position commune vis-à-vis de l'État et également une volonté commune de dire que, bien évidemment, nous avons l'intention de jouer tout notre rôle en matière de participation à la réduction des déficits de la nation, mais que la solution était sans doute plus dans le fait de savoir s'appuyer sur les territoires plutôt que finalement les mettre à genoux. Je dis bien les mettre à genoux parce que l'effort qui est demandé à hauteur de 5 milliards et particulièrement cette ponction de 3 milliards aujourd'hui est à la fois injuste et incomprise. Et moi je voudrais dire, et je pense qu'on partage toutes et tous cette même idée ici, que la solution est sans doute dans la capacité de l'État demain à enfin lâcher prise. Je voudrais vous donner un chiffre. À la fin des années 2000, les collectivités ne représentaient à peu près 12% de la dépense dans le PIB.
12% de nos dépenses, enfin 12% du PIB, c'était les dépenses des collectivités. Aujourd'hui, à la fin des années 2020, nous sommes plutôt autour de 11%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on confie plus de responsabilités aux collectivités, elles le font pour moins cher. Elles le font mieux, en proximité et pour moins cher. Et que le débat qui doit désormais s'engager avec l'État, c'est la manière dont il entend lâcher prise. Sur un certain nombre de sujets. On parle par exemple de la rénovation thermique des logements. J'ai l'habitude de dire que l'État s'occupe de rénover les prisons et que nous, on s'occupera de rénover les maisons, qui me semble que c'est à hauteur de proximité et que chacun sera à sa place. Et puis également qu'on prenne en considération l'évolution des collectivités. Le rapport Avignon a fait un certain nombre de propositions. Une que l'on cite très souvent, c'est le coût de ce que l'on appelle la double comptabilité. Je ne sais pas si chaque Française et chaque Français sait qu'à chaque fois que David ou moi-même, nous voulons régler une facture, il y a quelqu'un à la trésorerie qui nous demande 20 pièces justificatives et qui fait exactement la même chose que nous. Et ça coûte 1,8 milliard. C'est une réforme que Bercy refuse de mettre en place, alors qu'elle est annoncée depuis le milieu des années 2000, que des collectivités étaient prêtes à l'expérimenter. Ça, ce sont des simplifications, ce sont des pistes concrètes d'économie. Il y en aurait plein d'autres et on attend de se mettre autour de la table avec le gouvernement pour en discuter sérieusement. Sébastien Goudbel, maire de Murol dans le Puy-de-Dôme et vice-président national de l'Association des maires ruraux. Ce qu'il est démontré aujourd'hui, c'est que les maires savent s'associer, s'unir, interréagir. On est tous complémentaires, on est tous différents, mais je vous l'avais dit, quand on est dans des périodes de crise ou de crise budgétaire, on sait aussi s'adapter, on sait réfléchir plus vite, plus fort, et effectivement, et proposer des solutions d'adaptation au territoire. Mais pour ça aussi, il faut que le gouvernement comprenne que les élus de terrain que nous restons, l'expression qui est apportée, c'est souvent à portée de baffe. Quand on est dans nos territoires, il n'y a pas de filtre entre le maire et ses administrés. C'est aussi un moyen et une reconnaissance de l'État de laisser effectivement des dotations nécessaires au maintien de l'investissement, des services publics qui sont parfois mis en grande difficulté dans nos territoires ruraux. Et là aussi, ces ponctions seraient un élément de plus qui envoie des signes décourageants aux équipes municipales, parce que dans 1 an et demi, c'est le renouvellement. Et il faut aussi que ceux qui vont vouloir se présenter se disent « je pourrais agir, j'aurai des moyens dédiés à ça ». Et il faut avoir une stabilité, une vision. Et pour la vision, effectivement, il faut qu'on puisse avoir des certitudes, pas que sur l'année prochaine, mais bien sur les 3 à 5 ans qui arrivent, pour qu'on puisse continuer à se projeter dans l'avenir et investir dans l'intérêt de nos concitoyens. Merci, Président, pour ce temps d'échange. Et c'est important, effectivement, cette solidarité que l'on porte entre nous. Merci. Bonjour, François de Mézières. Je suis maire de Versailles et trésorier de l'association France Urbaine. Notre présidente Johanna Renan ne pouvant pas être ici. Alors vous savez, nous sommes directement concernés, comme l'ensemble de mes collègues, mais les grandes villes intercommunalités, Jean-François Debat le rappelait, sont particulièrement concernées puisque 450 communes intercommunalités vont être pris par l'obligation de trouver, s'il n'y a pas de modification, 2% dans leur recette réelle de fonctionnement. Il faut imaginer que ça, c'est d'une ampleur inégalée. On n'a jamais eu ça dans les dernières années, même si on avait déjà eu dans les années précédentes la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Et ça, c'est un élément important à souligner. Toutes nos communes ont fait des efforts depuis des années. Il n'y a plus de gras dans nos communes. Et quand vous avez une mesure très forte comme celle-ci, dont l'ampleur n'est inégalée, qui vient après une période où il y a eu des efforts très importants, vous voyez bien que l'effet est encore plus fort en termes de récession. Et cet élément qui a déjà été souligné, il faut vraiment l'avoir en tête. Parce que nous sommes dans un moment de difficulté économique nationale, tout le monde le sait. Or, 70% de l'investissement public vient des collectivités territoriales. Et dans ces 70%, 70% viennent des grandes communes et des intercommunalités. Vous voyez donc l'effet récessif très impressionnant que peut avoir ces mesures. Et c'est ceci que nous voulons dénoncer tous ensemble. Attention, nous ne sommes pas dans un moment où on peut encore rajouter dans la barque difficile de l'économie française.
Nous avons fait une petite enquête dans les grandes villes et nous avons pu constater que ces mesures vont se traduire presque systématiquement par une baisse des capacités d'emprunt. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos communes vont se retrouver avec une épargne nette négative. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de nouveaux investissements. Et donc, on va rajouter encore aux freins de l'économie actuelle, notamment dans le domaine du logement. Et puis, autre élément, c'est effectivement l'autre solution, c'est d'emprunter. Nous sommes à la fin de l'exercice budgétaire. Tout a été préparé pour l'année prochaine. Donc, c'est clair, on n'a pas le temps de se retourner. Ça sera donc emprunt ou diminution de capacité d'investissement. Quant au fonctionnement, beaucoup de maires l'ont dit, on va taper sur l'essentiel, sur le quotidien des citoyens français. Merci en tout cas d'avoir pris cette initiative. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je crois que c'est la première fois, cher David, que l'ensemble des associations qui représentent le bloc communal sont ensemble pour porter d'une même voix ce qui est en train de se passer dans le cadre du projet de loi de finances. Et c'est vrai que nous sommes ici à la Maison des maires, mais nous ne sommes pas, je le dis aux journalistes, un syndicat de maires. On n'est pas là, comme l'a dit Jean-François, pour nous plaindre, parce que nous sommes des gens responsables, nous allons participer à l'effort de guerre pour réduire le déficit public tel que ça nous est demandé. Sauf que là, moi aujourd'hui, je suis devant vous comme président de l'association des maires présidents des CCAS. Et la matière que nous traitons, tous les maires ici présents, ce ne sont pas des tableaux Excel de Bercy. C'est une matière humaine. C'est la vie quotidienne des gens. Nous sommes le premier et le dernier kilomètre au niveau de centres communaux d'action sociale. Et dans le fameux couple maire-préfet, c'est le CCAS qui se cache derrière le mot maire. C'est nous qui étions en première ligne en 2003, souvenez-vous, avec la première grosse sécheresse. Et depuis, chacun a compris qu'il y a les listes plans canicule. C'était aussi les CCAS au moment de la crise sanitaire, les CCAS au moment de la crise humanitaire pour accueillir les familles ukrainiennes, et c'est encore les CCAS avec les maires présidents qui répondent à la crise sociale. Pas plus tard qu'hier matin, on assistait, lors d'une table ronde que je coprésidais, au baromètre social du Secours populaire. Que nous dit-il? Que la pauvreté, malheureusement, ne cesse de progresser. Nous, dans nos centres communaux d'action sociale, nous avons des nouveaux publics qui poussent la porte, des seniors retraités, des salariés en CDI, des étudiants, des publics que nous ne traitions pas jusqu'à présent. Quel est le résultat? Dans le tour de France que je fais en Hexagone et dans les territoires ultramarins, je ne connais pas un seul maire, quelle que soit son étiquette politique, qui n'abonde pas à chaque vote de son budget, en plus la dotation qu'il agrée à son centre communal d'action sociale. Concrètement, moi, à Alfortville, entre 2020 et 2024, c'est plus 500 000 €. Donc à un moment donné, il n'y a pas d'argent magique. Nous, on n'a pas le droit de baisser le rideau. Parce qu'encore une fois, nous avons des administrés qui attendent de nous une réponse concrète. Sauf que, et nous représentons depuis, je le dis souvent, depuis le Parlement du non-cumul, nous, les grandes associations de maires, nous sommes les mieux à même de pouvoir, comme c'est le cas dans le cadre de ce PF, interpeller le gouvernement, interpeller les parlementaires pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qu'ils sont en train de voter ou de décider. Donc aujourd'hui, moi, je trouve que cette démarche, c'est une première, mais je sais que ce ne sera pas une dernière, cher David, et c'est comme cela que l'on pourra, dans l'intérêt, pas de nous-mêmes, mais de nos administrés, pouvoir ensemble avancer. Merci. Merci à toi. Merci à tous. Donc vous l'avez compris, un bloc, un front uni, une volonté d'être proactif, de démontrer que les mesures qui sont prises sont des mesures qui vont se traduire par immédiatement une dégradation de la capacité d'autofinancement des collectivités, et que quand il y a dégradation de la capacité d'autofinancement des collectivités, ça dégrade tous les comptes de la nation, et ça se fait au détriment de l'investissement. Voilà, pour résumer, puisque ça passe par de l'emprunt ou par le fait de renoncer à l'investissement, et que ça a un effet récessif. On sait que une augmentation de 1 point de PIB des prélèvements de l'État se traduisent par 2 points de récession. Or là, on n'est pas dans des économies. Il n'y a pas une proposition qui nous est faite de réduction de nos charges, de nos obligations. Au contraire, au moment où on se parle, on se voit en charge de l'obligation d'un service public de la petite enfance, dont on accepte le principe évidemment. Mais face à cette obligation qui est dans la loi depuis quelques semaines, si j'ouvre des places de crèche, si je crée des places de crèche, ça veut dire qu'il faut que je recrute avec des personnels pour encadrer les berceaux. D'autant plus qu'un livre est sorti en disant qu'il n'y avait pas assez d'encadrement. Alors qu'est-ce qui se passe? Si j'ai ce recrutement, est-ce que je suis un mauvais maire parce que je crée des places de crèche?
ou est-ce que je suis un mauvais maire si je ne fais pas ces places de crèche? Voilà les injonctions contradictoires face auxquelles nous sommes. Nous sommes tout à fait conscients. On parlait de brutalité tout à l'heure, mais de la brutalité de la situation dont hérite le Premier ministre. Il n'y a pas de contentieux personnel, il y a un dialogue avec le pouvoir, et on a bien entendu que les ministres qui sont présents ici, puisqu'il y a plus de 20 ministres qui viennent, sont tous très soucieux de ne pas avoir des propos, j'allais dire, qui soient à l'encontre et qui soient agressifs à l'égard des collectivités. On le dit aussi parce que ça nous change un peu de temps en temps. Voilà, après toutes les inepties qu'on a entendues au printemps dernier et à la fin de l'été sur les comptes des collectivités, un rapport parlementaire sénatorial est en train de rétablir la vérité en la matière. Mais et on est très conscient de l'apnée budgétaire dans laquelle est le gouvernement. Mais ce qu'on veut dire, c'est que les mesures qui sont proposées, nous, on les connaît. Elles sont dans les tiroirs de Bercy depuis 20 ans et elles sont légitimement bloquées puisqu'elles ne marchent pas. Elles amplifient les injustices et la fracture territoriale et sociale. Elles se font au détriment des rentrées financières. Donc ce que l'on souhaite, c'est évidemment que ces mesures contre-productives pour les comptes publics soient retirées et que l'on travaille réellement sur la définition des missions des uns ou des autres. Ce qui a été dit tout à l'heure est très vrai, c'est-à-dire ce lâcher-prise de l'État. La France, et je termine là-dessus, a le record du monde de la dépense publique. La part des dépenses des collectivités territoriales, malgré le fameux millefeuille dont on nous parle tout le temps, malgré les quelques-unes qui peuvent être mal gérées, comme il y a des PME mal gérées, cette part dans le total de la dépense est nettement inférieure en France à ce qu'elle est ailleurs. Ce qui veut dire que lorsque plus les dépenses publiques nécessaires sont confiées aux pouvoirs publics locaux, moins le total des dépenses est élevé. Tout simplement parce que le centralisme, ça ne fonctionne pas. Ça crée de la surbureaucratie qui éloigne de l'action de terrain. Nous sommes tous les jours engoncés dans des procédures absurdes qui font que pour sortir n'importe quel dossier, pour construire une école, il faut traiter une notice thermique de 1800 pages. Pour réaliser un bassin de protection aux inondations, il faut 14 ans de procédure pour avoir les autorisations avant de faire la première pierre et obtenir des autorisations de services de l'État qui sont en contradiction eux-mêmes, qui génèrent beaucoup d'argent public et qui font que la DREAL va contredire la DDTM qui elle-même ne sera pas d'accord avec la MRAE qui se verra contredite par le préfet et qui nous enjoindre de mettre en concordance le PADD, le PDM, je le dis à chaque fois parce qu'on n'en peut plus de ça. Des millions d'heures chaque année de réunions, d'exigences de reporting qui ne servent à rien, des séances de conseil municipal où on est obligé de passer parfois 2 ou 3 fois les mêmes rapports d'analyse, des délégataires, etc. Ça coûte, comme dirait l'autre, un pognon de dingue. Et ça ne sert à rien. Donc attaquons-nous à la matrice. Nous, c'est ce qu'on propose à chaque congrès ici. On a l'impression de se répéter, on n'en peut plus. Mais parce que les problèmes se répètent, parce qu'ils s'amplifient, et que je crois que nous avons des solutions. Et aujourd'hui, cette union, elle est historique, serait bien présomptueux, mais en tout cas, elle est très significative de notre volonté, finalement, qu'en face de la liberté, le principe de la responsabilité et de l'efficacité. Et c'est tout ce qu'on a envie de dire ensemble, quelles que soient nos nuances, nos différences, nos préoccupations, nos géographies, nos vérités, nos réalités. Nous sommes la solution, nous ne sommes pas le problème. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, Anne-Charlotte Dussault, journaliste à Politico. Concrètement, il y a le budget qui arrive au Sénat lundi. Vous dites, vous avez des propositions sur les mesures qui concernent les collectivités dans le PLF. C'est quoi ? C'est suppression ? C'est quoi ? Alors, il y a bien sûr suppression de ce qui coûtera cher à l'État à la fin. Le fonds de prélèvement de 2% sur nos recettes de fonctionnement. Qu'on ne dise pas que c'est une économie, ça. C'est un prélèvement directement de 2% sur les recettes de fonctionnement. Dites des grandes collectivités parce que quand c'est grand, c'est mal, c'est riche. C'est ce qui est absurde. Voilà, ça peut être vrai, c'est souvent faux. Ah, Antoine Homé nous a rejoint. C'est également, par exemple, un moratoire sur toutes les contraintes qui nous sont imposées, les contraintes supplémentaires. Je sais pas, un moratoire sur le décret tertiaire, par exemple. Ouais, un moratoire sur le décret tertiaire.
Ça coûte 1,6 milliard d'euros. Qu'on écoute ce qui vient d'être dit par Intercommunalité de France et qui est dans le rapport Ravignon sur cette obligation de double comptabilité, vous voyez pas compatibilité mais comptabilité, qui a un surcoût au moins d'1,8 milliard. J'étais resté à 400 millions. Donc ces mesures-là, on les énonce, ça n'intéresse personne. Sauf que à la fin, le problème s'amplifie. Antoine Aumy. Oui, merci, cher David. Alors, peut-être dire que le Conseil national d'évaluation des normes, dont je suis vice-président et qui est présidé par Gilles Carrez, a chiffré le coût des normes nouvelles. Alors, c'était 1,5 milliard l'an dernier, c'était 2,5 milliards l'année d'avant. C'est propre à la France. Alors, il faut faire un peu de benchmark européen et se rendre compte que nous sommes le dernier grand État centralisé d'Europe. Plus personne ne gère comme chez nous. Je suis élu en Alsace, le land du Bade-Wurtemberg. Le total de son budget est supérieur à celui de toutes les grandes régions françaises. Et évidemment, la responsabilité produit de la bonne dépense publique. Quand vous avez un maire, quand vous avez un président de grande collectivité, il est en prise directe avec les électeurs. Et donc, c'est aussi le fait d'être responsable qui fait que la dépense publique est maîtrisée. Combien de fois, au sommet de l'État, et partout, on a des ministres, c'était le cas pendant des années, ils vont se balader quelque part et ils annoncent une nouvelle politique qui, en général, n'est pas une politique de l'État, qui va coûter très cher alors qu'on n'a pas le premier fifrelin. Donc il faut qu'au niveau de l'État, ils arrêtent de proposer de nouvelles dépenses qui ne sont pas du ressort de l'État. C'est comme ça tout le temps. Même le président de la République, un jour, il va du côté de Besançon, il dit qu'il faut faire un plan arbre. Bon, moi, j'adore les arbres, mais je n'ai pas attendu le président de la République pour planter plus d'arbres dans ma commune, et c'est des choix locaux. Donc je pense que le verre est dans le fruit, c'est le système jacobin et bonapartiste qui fait le malheur financier de la France. Et si demain, on veut mieux dépenser, il faut, comme ailleurs en Europe, d'abord gérer au niveau local, en Europe et même en Amérique, et ensuite gérer au niveau de l'État ce qui est régalien. Et après, on peut discuter du champ du régalien. Le régalien n'est pas le même partout. Beaucoup de pays en Europe, par exemple, vous avez une police d'État, vous avez une police locale, vous avez un partage même sur l'éducation. Et vous verrez qu'on dépensera moins et qu'on dépensera mieux. Donc je termine. Le problème aujourd'hui, c'est les finances de l'État. Et donc ce que nous demandons au gouvernement, c'est de faire le ménage dans les dépenses de l'État. Et il y a des dépenses inutiles, mais nous ne pouvons pas être le solde d'ajustement de la mauvaise gestion passée. Plus 840 milliards d'augmentation de la dette, dont 200 milliards de baisse d'impôts locaux et autres non financés. Ce n'est pas comme ça que l'on gère. Et donc, on aurait plutôt des leçons de gestion à donner qu'à en recevoir. C'est pour ça qu'on est tous mobilisés. Merci. Et la part Il est énervé, Antoine, hein, dis donc. Ouais, non, puis même, mais des exemples, on a une multitude. Quand vous réutilisez les eaux usées traitées, on a été les premiers au monde à inventer cette technologie en France, on est les derniers au monde en utilisation. 0,7% seulement, alors que c'est une solution au problème d'inondation. Pour le vivre chez moi, il a fallu plus de 10 ans de procédures administratives pour obtenir les autorisations, puisque l'ARS n'était pas d'accord avec l'ADREAL. Alors que les normes sanitaires, c'est les mêmes dans le monde entier, c'est 1200 normes sanitaires. Et qu'à chaque fois, on était les premiers à obtenir l'autorisation en France pour nettoyer les voiries, etc. Mais c'est un enjeu colossal, hein, c'est 18 millions de mètres cubes d'eau sur le territoire dont je m'occupe. À chaque fois, chaque année, on est obligé de refaire exactement le même dossier qui fait plusieurs milliers de pages pour obtenir l'autorisation d'utiliser les eaux usées traitées. Et on a le droit de prendre les eaux usées traitées qu'entre certains créneaux horaires, personne ne sait pourquoi, d'utiliser sur certains créneaux horaires. Si on veut l'utiliser pour nettoyer les camions poubelles, il faut refaire toute une procédure et obtenir l'autorisation DREAL, ARS et tutti quanti, comme on dit chez moi. Donc voilà, donc ces propositions-là, nous on les fait, on les met sur le papier. C'est le rapport Ravignon, c'est tout ce que c'est les contributions. Je salue Philippe Laurent qu'on a pu faire en appelant une grande loi de liberté locale qu'on répète tous les ans avec des exemples très concrets. On évalue très immédiatement la suppression assez facile, dont certains aspects sont réglementaires, de contraintes inutiles, c'est-à-dire de remplacer l'autorisation préalable superfétatoire, inutile, en contrôle a posteriori. Et si on utilise mal les eaux usées traitées, qu'on soit sanctionné administrativement, civilement et éventuellement pénalement. Ça, on l'accepte complètement et c'est le rôle de l'État. Mais ces économies-là, c'est au moins 7 milliards d'euros par an qui peuvent être faites. C'est au-dessus de ce qu'avoue l'État sur les 5 milliards de prélèvements supplémentaires. Et je dis bien de prélèvements supplémentaires et pas d'économies. Donc nous, on propose des vraies économies. Et ça, c'est un enjeu majeur. Alors, il y a eu des questions.
Bonjour, Rosalie Lafarge à France Culture. Michel Barnier, la semaine dernière, au département de France, a promis de réduire significativement l'effort qui leur était demandé. Et Catherine Vautrin a redit hier sur France Inter qu'il fallait quand même trouver 5 milliards chez les collectivités. Est-ce que vous avez malgré tout l'espoir que Michel Barnier vienne demain avec un discours rassurant pour vous? Nous, on a... Alors, merci de cette question. Ça va me permettre d'y répondre et de répondre à autre chose aussi, comme selon la formule consacrée. Non, simplement, nous, rassurez tout, on est adultes. Hein, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on n'est pas au pied du sapin de Noël, on n'attend pas, etc. Justement, on veut sortir de cette relation infantilisante dont on pâtit beaucoup. Premier élément. Deuxième élément, on a besoin d'une parole cohérente au sommet de l'État pour savoir exactement quelle est la réalité de l'équation financière. Mais je répète, il y a des circonstances atténuantes pour ce gouvernement avec ce qu'il a trouvé et découvert parfois. Ensuite, on le répète, la logique, c'est de démontrer que ce sont des mesures récessives. C'est extrêmement important pour nous d'être compris dans l'argumentaire et que ce sont des mesures qui vont dégrader les comptes publics. Donc oui, on a l'espoir que demain, moi j'ai pas d'informations particulières, si vous voulez savoir, j'espère en avoir dans la journée, mais ne serait-ce que pour caler un peu les discours, mais je ne suis pas sûr d'en avoir, j'en ai pas tous les ans, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Troisième élément, on ne demande pas non plus, vous savez, on vous affame et puis on vous met le gâteau sous les yeux, hein, et on ne veut pas d'impôts en plus, on ne réclame pas d'impôts en plus, on souhaite un grand débat sur la fiscalité, on a dit dès le départ que la suppression de la taxe d'habitation était un leurre et qu'il était anormal de faire peser l'effort fiscal communal que sur les propriétaires, et ce qui se fait d'ailleurs au bout d'un moment au détriment des locataires, puisqu'il n'y a plus d'appartements, et les loyers sont très chers. Donc, mais ce débat, on ne veut pas qu'il soit dans l'urgence budgétaire, au moment où l'État cherche de l'argent partout. Donc on ne veut pas on ne demande pas en tout cas d'augmentation du versement mobilité, les DMTO, on pense que ça va être récessif sur l'immobilier. Alors on comprend que les départements qui sont dans une situation très difficile avec un effet de ciseau, il faut soutenir les départements si la disposition existe, que certains l'utilisent. Mais on ne demande pas d'assommer un peu plus les particuliers et les entreprises par de la fiscalité. Parce que là aussi ce sera récessif et ça se fera au détriment des rentrées fiscales. Voilà, c'était la deuxième partie de ma réponse vous avez dit à la question que vous n'avez pas posée. 5 milliards, vous avez dit, mais c'est pas 5 milliards, on l'a déjà dit, peut-être les collègues l'ont dit avant que j'arrive, c'est 11 milliards. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que de source syndicale, de source policière, c'est 5. Bon. Non, c'est les chiffres qu'André Léniel a oui, hein, tu ne peux pas être contre. Tu peux pas être contre. C'est au moins 8. Alors, on entendait effectivement M. Husson, le rapporteur général du budget au Sénat, puisque ça va arriver au Sénat, ou même le président du Sénat dire qu'il faut faire 2 ou 3 milliards de moins. Mais c'est pas ça, parce que c'est 9 quand même. Je rappelle quand même que dans les pires périodes, on nous a piqué 2 ou 3 milliards. Donc là, ce qui est demandé est hors de portée et ça nous est jamais arrivé. Sur un exercice budgétaire. Donc nous, ce qu'on demande, c'est le retrait de ces mesures et de travailler sur le fond. Et on l'a dit, il y a des pistes sur les normes, sur la réorganisation de l'État qui sont beaucoup plus efficaces dans le long terme. Et puis, ça a été dit par les collègues. Alors, supposons que ça se fasse. C'est donc l'autofinancement qui est massacré. Alors, il y a 2 solutions. Soit les maires n'investissent plus et ce sont les entreprises locales et les PME qui souffrent, soit on emprunte. Et dans ce cas-là, on dégrade le solde des administrations publiques locales. Et pour Bruxelles, c'est pareil, parce qu'on dit l'argument, c'est le solde budgétaire de la France à Bruxelles. Donc, c'est effectivement très important de dire que macroéconomiquement et au plan européen, c'est une erreur. Merci. On va essayer de... Allez, dernière question. Qu'est-ce qui nous fait croire que cette fois-ci on va être entendu? D'abord, il nous est quand même arrivé d'être entendu sur certains points. Et souvenez-vous que l'année dernière, lorsqu'Elisabeth Borne est venue ici, il y avait eu des dispositions qui avaient été annoncées qui étaient plutôt qui répondaient dans une certaine mesure à des préoccupations que nous avions évoquées et on avait limité quelques dégâts. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Après, je répète ce que je dis toujours, c'est que nous sommes des associations. On n'est ni un exécutif, ni un législatif, ni un syndicat. Nous ne pouvons, nous n'agissons, et nous sommes tous bénévoles à cette tribune, que par la force de nos argumentations et de nos convictions. Catherine Vautrin connaît bien la maison. Hein, elle en était vice-présidente. Il y a quelques ministres, par exemple Nicolas Daragon, qui fait un super boulot d'ailleurs à la sécurité intérieure, est toujours vice-président de l'AMF.
Après, ce qu'on craint, c'est que le conformisme technocratique centralisateur qui vient d'être évoqué par Antoine, à la fin, et Philippe qui connaît ça par cœur, Philippe Laurent, l'emporte. Voilà. Mais nous, c'est ce que je disais hier en Assemblée Générale, c'est quelqu'un interpellé, mais on dit toujours la même chose et tout. Je dis, mais ça, c'est le syndrome du curé et de l'homélie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher. Vous savez, c'est le curé, il est dans l'église et puis il y a de moins de monde qu'avant. Et il engueule tout le monde, quoi. Il dit, ah, eh bien, les mecs, plus personne vient à l'église et tout. Et ceux qui viennent, ils disent, bon, on ne vient pas là pour se faire engueuler, quoi. Donc, on ne peut pas nous reprocher de continuer à porter l'homélie républicaine, évidemment, de la démocratie locale. C'était une bonne conclusion. Non, je suis allé bizarre. On aurait presque dit du Rick Cantona. Oui. Est-ce que tu veux dire un mot? Vas-y, allez-y. David, il y a aussi un élément très important que le gouvernement va certainement prendre en compte. Vous savez que quand il y a des crises, on se tourne toujours vers les maires. On l'a vu très récemment dans les différentes crises. Or, nous sommes tous conscients qu'on est dans un moment très difficile économiquement. On a vu l'effet de la récession est assez évident, hein, on l'a dit. Nous, on a fait notre enquête sur France Urbaine. C'est clair, c'est d'abord, on va diminuer l'investissement. Donc ça, l'effet récessionniste, il est immédiat. Et on va emprunter, et c'est ce que disait le collègue tout à l'heure, si on emprunte, on n'a pas du tout répondu à la contrainte européenne. Et puis tout de même, ce qui a été dit par David plusieurs fois, il faut tout de même se faire bien en tête que la France est très très peu décentralisée. La part des dépenses locales dans les dépenses publiques, c'est 18% en France. Au niveau européen, la moyenne, c'est 34%. Vous voyez donc, porter encore atteinte aux collectivités territoriales, ce n'est peut-être pas la solution dans un moment de crise. Alors après, on est responsable, on verra. Mais on ne peut pas admettre en tout cas le niveau très important et inégalé dans l'histoire de ces prélèvements cette année. Oui, c'est très important, hein, ces chiffres, parce que moi, je passe mon temps à les répéter pour déconstruire, y compris les questions qui me sont parfois posées sur des plateaux. Dans le total de la dépense publique, la part des collectivités, malgré le millefeuille, les mal gérés, machin, etc., c'est 18%, 34% moyenne européenne. Par rapport au PIB, on est à 11%. La moyenne européenne, c'est plutôt 19%. Hein, donc ce sont des chiffres fondamentaux. Et pourtant, il y a plus de dépenses publiques en France qu'ailleurs et plus de problèmes de dépenses publiques. Donc ce qui veut dire que plus on réduit la capacité d'action des pouvoirs publics locaux, plus l'État se crée des problèmes et plus au total il y a de la dépense publique plus élevée qu'ailleurs avec des fonctionnaires moins bien payés, des contribuables qui payent plus qu'ailleurs, des usagers moins bien servis. C'est le fameux nœud gordien, pour citer le grand président Pompidou, qu'il faut trancher. Je t'en prie. Oui, juste une remarque. On parle de milliards. Il faut se rappeler collectivement que des fois on l'oublie, 1 milliard c'est 1000 millions. Et quand on parle de millions dans nos territoires ruraux, avec 1 million, je peux vous dire qu'on en a des projets, qu'on en fait des choses. Et là aussi, c'est ce qui nous est demandé, cette contribution, c'est aussi le haut de l'iceberg. Parce que toutes les réductions qui sont prévues dans les baisses de financement et du fonds vert et des dotations aux élus ruraux et aux territoires, dans toutes les dotations de soutien à l'investissement local, vont continuer à contribuer aussi à la baisse de l'investissement. C'est l'occasion aujourd'hui aussi de se rappeler que les élus que nous sommes, à part les maires qui ont une indemnité et des fois elle n'est pas très élevée, les autres élus, ils sont quasiment tous bénévoles et ils donnent de leur temps et de l'engagement. Et là aussi, c'est aussi un moyen que l'État, que le gouvernement doit de se responsabiliser en disant on récompense les gens qui donnent de leur temps, de leur engagement pour qu'ils aient des moyens à investir pour leur territoire. Et là aussi, ce n'est pas qu'un vœu pieux, c'est une réalité du quotidien. Il faut penser à ceux qui s'engagent pour les autres et pour l'intérêt général. Et il faut des moyens pour faire ça parce que, allez, un conseil municipal, pour qu'un maire explique avec ses conseillers, à ses adjoints, bah, je suis désolé, mais l'année prochaine, on ne va rien faire. Franchement, quel est l'intérêt de se réunir au moins une fois par trimestre? Merci. Non, mais tu as complètement raison. On a une singularité française, c'est cette force civique qui vient du nombre de communes, qui est un système moderne, pertinent. Hein. Ce n'est pas parce que l'ensemble est grand qu'il est bon. Voilà. 498 000 élus locaux, dont l'immense majorité sont des bénévoles. 498 000, dont l'immense majorité sont des bénévoles. C'est une force civique magnifique. C'est cette force civique qui est en train progressivement d'être dévitalisée, de s'essouffler. Et c'est un autre sujet dont on parlera, mais qui est celui de l'engagement et de l'avenir de l'engagement civique communal. Sur l'effet récessif. Oui, rapidement, juste une fourchette. L'effet récessif, on parle beaucoup de prélèvements sur recettes, mais l'effet récessif pour les 450, les villes moyennes en particulier, ou les intercos de type agglo, c'est autour de moins 20 à moins 30% en investissement.
c'est pas une paille en matière de décroissance quand on sait l'impact des collectivités locales dans la part de l'investissement public qui est de 70%. Donc l'économie a besoin de notre investissement et a besoin que l'on contribue différemment que ce qui est proposé, comme tu l'as très bien dit. Merci, c'est un chiffre très important. Et vous voyez, on parle de confiance. On disait 5 milliards, 11 milliards. Ce qui est très fort dans les chiffres qui sont avancés par le comité des finances locales, qui est présidé par André Léniel, c'est qu'il compare les engagements, la réalité d'aujourd'hui avec les engagements d'il y a un an. C'est-à-dire que si on avait... parce qu'on nous dit c'est pas 11 milliards, c'est 8 et quelques, et en fait on nous dit 5. Mais bon, la réalité c'est que si on compare de projet de loi de finances à projet de loi de finances, le différentiel est de 11 milliards. Et pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire est-ce qu'on doit croire ce qu'on nous dit aussi dans les projets de loi de finances? Si quelques semaines ou quelques mois après, nous on n'avait pas demandé le fonds vert. On avait dit attention, le fonds vert, on prend, hein, si on nous le propose, on le prend. Et aujourd'hui, on constate que... Mais ça avait été un effet d'annonce nationale. Pourquoi on dit qu'on n'avait pas demandé? Parce qu'on préfère des dispositions d'ordre général, d'ordre public, si j'allais dire, des dispositifs généraux, parce qu'ils évitent de faire de la bureaucratie, de la paperasse, et parce que tous ces fonds, en fait, ça oblige à répondre soit des appels à manifestation d'intérêt, soit des appels, etc. Et ça crée de la procédure. Ça fait des détournements d'argent public qui vont vers la procédure. Il n'y a pas une connotation morale là-dedans, ou pénale. Non, mais c'est du détournement. Voilà. Donc, on préfère que ce soit dans les dispositifs généraux de dotation, etc. On n'avait pas demandé. Mais une fois qu'on nous le dit, attendez, on vous met telle mesure un peu désagréable, mais il y aura tant de fonds verts. Puis 3 mois après, on dit, bon, mais finalement, le fonds vert ne sera pas à ce niveau-là. C'est dit beaucoup plus discrètement que les grands effets d'annonce qui sont faits. Donc c'est important de parler de PLF à PLF aussi, parce que c'est une question d'un budget, c'est ce qui juridiquement permet la recette et la dépense. Mais c'est ce qui aussi, comme dans une entreprise, annonce les perspectives et des engagements de la puissance publique. Voilà, donc la confiance, c'est tout ce que nous voulons. Et nous voulons absolument retrouver une relation de confiance parce que l'État, c'est aussi nous tous, avant tout par nos impôts. Et donc, la relation de confiance soit une relation entre adultes et pas de faire penser que les collectivités attendent des cadeaux, nient les économies à faire. Bien au contraire. On est même prêt à donner des conseils à l'État pour qu'il soit mieux géré. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.